Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le président du gouvernement, Thierry Santa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup de sujets à voir avec vous. L'actualité est dense. Mais l'actualité immédiate, c'est bien sûr le renouvellement hier de la présidence du Congrès, la réélection de Rocco Hamilton. Il a été élu comme l'an dernier avec les voix de l'éveil océanien. Mais cette fois-ci, on a assisté à la constitution d'un intergroupe UCF-LNKS et éveil océanien. Est-ce que ça vous a surpris, Thierry Santa ? Surpris, pas forcément. C'est pas anodin ce qui s'est passé hier. C'est la constitution de cet intergroupe représente quelque chose quand même politiquement. Mais en même temps, quand on entend ensuite tous les discours qui se sont tenus après la séquence de la journée d'hier, on retrouve finalement le discours de l'éveil océanien d'origine. Cette volonté de ne pas se prononcer ni d'un côté ni de l'autre. Je comprends que la constitution d'intergroupe avait surtout un intérêt pour pouvoir être présent dans les différentes commissions, pour pouvoir jouer toujours ce rôle entre les deux. Monsieur Toukoumouly lui-même le dit dans son article de ce matin, que dorénavant les commissions du Congrès seront constituées de 5 indépendantistes, de 5 non-indépendantistes et d'un membre de l'éveil océanien. Donc voilà, c'est pas anodin, mais je crois qu'il faut pas non plus en donner plus d'importance que ça en a. Quand certains disent que maintenant il y a une majorité indépendantiste au Congrès, du fait de la création de cet intergroupe, vous pensez que c'est allé un peu vite en besogne, que c'est pas le cas ? C'est ce que je comprends en tout cas des interventions des uns et des autres, y compris les représentants, le chef de groupe UCF-LNKS le dit lui-même. Il ne s'agit pas d'un positionnement indépendantiste de l'éveil océanien, le président de l'éveil océanien le dit également de son côté. Voilà, il y a juste cette volonté d'être plus présent dans les instances en général du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle également qu'il soutient aujourd'hui une majorité loyaliste au gouvernement que je préside, ce qui est le cas. Monsieur Mouliava fait partie de notre groupe au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on est toujours dans cette ambiguïté qui est la leur depuis l'origine. C'est peut-être le reproche que je leur ferai dans le contexte actuel d'une campagne référendaire dans laquelle nous nous trouvons à 2 mois donc d'un référendum binaire qui est face à nous. Je crois que les Calédoniens ont besoin de clarté. Et cette façon de faire, cette façon d'agir ne va pas dans le sens de la clarté. Et j'espère que ça ne mettra pas trop d'ambiguïté dans l'esprit de certains électeurs le jour J, le 4 octobre prochain, et que malgré tout, les électeurs concernés voteront non à l'indépendance. Alors certains voient aussi dans la constitution de ce groupe un risque de chute du gouvernement. Est-ce que c'est une hypothèse crédible selon vous ? Est-ce que vous le craignez aujourd'hui ? Tous les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres depuis hier me font penser le contraire. Il n'y a pas de risque aujourd'hui de chute du gouvernement. Personne, en tout cas, n'a l'intention de le faire. Et puis, encore une fois, ça correspond à ce que l'éveil océanien répète déjà depuis plusieurs mois, un équilibre entre le Congrès indépendantiste et le gouvernement loyaliste. Donc je vois pas d'intérêt aujourd'hui à faire tomber le gouvernement en pleine campagne référendaire. Personne, à mon sens, n'a intérêt à le faire. Alors Thierry Santa, vous connaissez bien Milakolo Toukoumouly, le président de l'éveil océanien. Vous l'avez récemment soutenu au second tour des municipales de Païta, cela vous a même été reproché. Vous comprenez sa stratégie aujourd'hui ? Quelles sont vos relations avec lui et est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenu ? Moi, j'ai des bonnes relations avec tout le monde, Madame Noir, vous le savez. C'est peut-être ce qui fait ma force, je crois, en politique aujourd'hui en Calédonie. Sur Païta, je le répète, l'objectif était de changer les choses. J'ai signé une charte de moralisation de la vie politique au moment de l'élection provinciale dernière. Et à mon sens, il était logique que sur la commune de Païta, on ait cette volonté de changer les choses. Donc il y a eu un rassemblement de plusieurs mouvements pour essayer de faire changer la majorité au sein de la commune de Païta. Je prends acte que les habitants de Païta ne l'ont pas souhaité, ont maintenu les personnes aujourd'hui à la tête de la commune. J'en prends acte, mais ça n'avait rien à voir avec les reproches d'alliance contre nature qui m'ont été faits. Monsieur Toukoumouly, alors pour être très honnête, j'espérais malgré tout que dans nos échanges, dans les discussions pendant cette campagne municipale de Païta, les choses évoluent au sein de l'éveil océanien vers une tendance plus loyaliste. Et monsieur Toukoumouly lui-même, à plusieurs reprises, ici même, à votre antenne, l'a dit clairement qu'il n'était pas indépendantiste, même si son mouvement... à titre personnel, Ça n'a pas été suffisant pour que les choses aillent encore plus loin, tel que je l'espérais, mais
Le fait est qu'il s'agissait d'une élection municipale, encore une fois, et il faut respecter le choix des habitants de Païta qui ont été le leur. Mais vous savez que c'est un geste, une attitude qui a été pas forcément comprise en interne au sein du Rassemblement. Là, sous votre casquette de président du Rassemblement, ça a été un peu le détonateur de la crise, si crise il y a, que rencontre votre parti, avec cette demande de 2 jeunes élus de la convocation d'un congrès électif, Brieux Frogier et Marie-Laure Ruquewe. Est-ce que vous avez été surpris de cette démarche? Ça couvait depuis quelque temps. Comment est-ce que vous réagissez? Je considère pas ça comme une crise. On est dans un État démocratique. Les gens pensent ce qu'ils veulent et font part de leurs idées à chaque fois qu'ils pensent être nécessaires. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose que de la campagne référendaire. J'ai décidé clairement d'intégrer l'unité loyaliste qui s'est constituée pour faire cette campagne référendaire. Et je demande à nouveau à tous les adhérents du Rassemblement de concentrer tous leurs efforts uniquement sur cet objectif-là, faire en sorte que le résultat du 2e référendum soit meilleur que celui du 1er référendum. On n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose que de cela. Je vais organiser bientôt un comité directeur du Rassemblement pour justement remettre tout le monde en ordre de marche pour atteindre cet objectif essentiel, et à l'occasion duquel sera arrêtée une date élective du congrès du Rassemblement, après le référendum du 4 octobre prochain. Parce qu'encore une fois, je considère que l'important aujourd'hui est de garantir cette unité loyaliste qui est la nôtre aujourd'hui, et de manière à être le plus efficace possible pour défendre notre conviction d'une Calédonie française, qui est la seule façon pour garantir une paix sociale ici en Nouvelle-Calédonie, une prospérité économique pour nos enfants et nos petits-enfants de demain, c'est en restant français. Et c'est vraiment ce seul et unique objectif que nous devons avoir à l'esprit aujourd'hui pour que le résultat soit encore meilleur. Est-ce congrès électif, il n'y a pas moyen de le faire avant? Vous avez été pris par le temps, par les institutions, par le gouvernement. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement d'avoir pas mis les choses à plat un peu plus vite? Ce qui est sûr, c'est que le jour où on a gagné les élections provinciales l'année dernière, en mai 2019, 19, il était envisagé l'organisation d'un congrès du Rassemblement. On a été tout de suite confronté à la constitution d'un gouvernement. J'ai pris donc la tête de ce gouvernement avec des dossiers de fond de très grande importance. Il s'agissait de trouver les moyens de relancer l'économie calédonienne, de réfléchir au déficit de nos comptes sociaux et en particulier de santé. Tout de suite après, on a été confronté à la campagne municipale qui a suivi, qui devait se terminer au mois de mars, si les choses s'étaient passées normalement, et donc on envisageait d'organiser ce congrès au mois de juin 2020. On s'est retrouvé avec une crise sanitaire, c'est pas moi qui l'ai voulu, et qu'on a traité de la meilleure façon possible, je pense, et tout le monde le constate aujourd'hui. Et donc un 2e tour des élections municipales au mois de juin, et tout de suite derrière une campagne référendaire. Donc tout ça a fait que le Congrès ne s'est pas réuni au moment où j'aurais souhaité qu'il le soit, mais aujourd'hui, je le répète, c'est pas l'important, les Calédoniens aujourd'hui, c'est pas de savoir qui est président du Rassemblement. Vous en conviendrez avec moi, Madame Noire. L'important, c'est de savoir comment les loyalistes unis défendent la Calédonie française, qui doit être celle qui doit être après l'élection référendaire. Et donc on note un comité directeur et puis un congrès après le référendum. Encore une question comme président du Rassemblement. Le 17 juillet, c'était le 10e anniversaire de la levée des 2 drapeaux sur le Haut-Commissariat par le Premier ministre. Il y a une petite cérémonie souvenir anniversaire à la Conception. Qu'est-ce qui reste de ce geste 10 ans après? Alors d'abord, j'aurais bien voulu y participer à cette cérémonie. J'étais un peu déçu parce que j'ai été prévenu, hélas, très tardivement, quasiment 1 heure avant la cérémonie elle-même. Et puis je venais d'arriver à Koné après 3 heures de route pour me rendre à l'inauguration de l'université de Bako. Donc j'ai pas pu assister à la cérémonie parce que encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir en politique, mais m'investir au sens électif du terme. Le jour où Pierre Frogier a monté ces 2 drapeaux, c'est pour moi le fondement de ma démarche politique profonde, cette reconnaissance mutuelle des 2 légitimités ici en Nouvelle-Calédonie, et qui doit être le socle de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc j'aurais bien voulu y participer, et j'ai pas pu être présent, mais j'ai quand même envoyé un mot aux organisateurs pour les féliciter de l'initiative. Sous votre casquette maintenant de présidente du gouvernement, beaucoup de sujets à voir, et notamment mardi dernier, vous deviez examiner
les textes relatifs à la mine. Ces 3 textes, il y a les exportations de minerais et il y a également la taxe d'exportation et la taxe d'extraction. Vous avez reporté ces textes. Pourquoi il n'y a pas de consensus sur ces questions minières au gouvernement et encore moins peut-être dans le contexte référendaire dans lequel on est? Alors, le constat, effectivement, c'est qu'il n'y avait pas de consensus. J'ai pas voulu passer en force mardi dernier. Le choix a été fait de reporter à nouveau ces textes de manière à laisser encore un dernier round de discussion pour essayer d'aller chercher l'adhésion la plus large possible sur ces sujets fondamentaux quand même pour la Calédonie. On parle de ces textes pour trame de fond, sauver la SLN et Vallée. La SLN, les gens le savent peut-être pas, c'est 2100 emplois directs, 10 milliards de salaires versés chaque année en Nouvelle-Calédonie, 3 milliards 500 millions de cotisations sociales versées aux caisses à la CAFAT chaque année. Vallée, c'est 1600 personnes d'emplois directs avec 8 milliards de salaires et 2 milliards 600 millions de cotisations. Donc vous imaginez l'impact social, économique que pourrait représenter la fermeture de ces sociétés. Il est hors de question qu'on arrive à ce stade-là. Et donc, je fais tout pour trouver les moyens de sauver ces 2 entités. Un des moyens, et c'est eux qui l'ont présenté à plusieurs reprises dans leur plan de sauvegarde, est de leur permettre d'exporter 2 millions de tonnes de minerais qui aujourd'hui pour lesquels aujourd'hui ils n'ont pas d'autorisation. Et pour ce faire, il est nécessaire de modifier le code minier pour permettre ces exportations sur ce qu'on appelle les réserves métallurgiques. Les réserves métallurgiques étant des sites miniers dédiés à la production locale. Mais vous comprenez bien que les minerais qui sont traités soit à Doniambo pour la SLN, soit donc à Vallée pour Vallée Nouvelle-Calédonie, sont des minerais avec un certain type de teneur, avec une certaine chimie, mais que pour pouvoir exploiter ces minerais-là, il faut déplacer toute une quantité de terres et de minerais qui ont la possibilité d'être valorisés à l'exportation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être traités dans les usines locales, mais qui ont une valeur à l'exportation. Et c'est ça qu'ils recherchent et qu'ils demandent, c'est de pouvoir valoriser ces minerais non traitables localement pour participer au soutien de l'activité de leur société globalement. Et c'est vraiment cette démarche-là que j'ai entamée, d'où le projet de texte d'autorisation d'exportation sur les réserves métallurgiques, mais avec un caractère ponctuel. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à mes collègues. Le temps que ces entreprises se redressent. Exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes collègues indépendantistes, et qu'il ne s'agit pas de modifier le code minier à vitam aeternam. Il s'agit ponctuellement, exceptionnellement, pour une durée précise, d'autoriser donc ces exportations de minerais sur réserve métallurgique pour sauver les usines, de manière à leur donner le temps de se redresser, de s'organiser, d'aller chercher d'autres économies nécessaires, d'autres marchés éventuellement internationaux. On a une évolution du marché international du nickel dans le sens de minerais de plus en plus verts, c'est-à-dire plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des conditions sociales d'exploitation. Et là, on a une vraie valeur ajoutée ici en Nouvelle-Calédonie en la matière. On est les exploitants les mieux respectueux de l'environnement et les plus respectueux des droits humains dans le traitement de notre minerai ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser au niveau international. Tout ça pour dire qu'il faut leur laisser le temps de se redresser, et pour se redresser, ils ont besoin de ces autorisations exceptionnelles. Et tout le reste sera discuté dans le cadre des assises du nickel que je souhaite organiser d'ici la fin de l'année. C'est un cycle de travail qui a déjà commencé. Un nouveau nickel pour un nouveau monde, c'est le thème. Un nouveau nickel pour un nouveau monde, et tout ça doit être discuté donc en fin d'année, après le référendum, pour justement, encore une fois, ne pas perturber la campagne référendaire, pour que tous ces éléments que je viens d'évoquer soient mis en valeur et au niveau international, et que tous ensemble, tout opérateur confondu, calédonien, on se mette autour de la table pour définir une nouvelle stratégie pragmatique. L'objectif, c'est de garantir l'activité minière ici en Nouvelle-Calédonie dans tous ces secteurs. Vous pensez que l'on va arriver un jour à définir une stratégie globale à l'échelon de la Nouvelle-Calédonie, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, avec 3 opérateurs qui jusqu'à présent tirent chacun un peu de leur côté, et avec des positionnements politiques qui sont quand même extrêmement différents. On sait qu'il y a une doctrine nickel dans le Nord qui est évidemment pas la même que celle du Sud. Vous pensez qu'on va y arriver à faire cette stratégie globale un jour ? Je pense que si on garde à l'esprit l'objectif unique de maintenir cette activité minière en Nouvelle-Calédonie au bénéfice
de toutes les familles concernées. On parle de familles à la fois dans le sud, dans le nord, dans l'intérieur. Ça concerne toutes les communautés calédoniennes aujourd'hui, la mine. Si ça, c'est l'objectif premier qui est le nôtre, de garantir donc cette pérennité de l'activité minière partout où elle se trouve aujourd'hui, voire son développement futur si c'est possible, on doit forcément réfléchir de manière pragmatique et non plus doctrinaire. Il ne s'agit pas de confronter des doctrines opposées, il s'agit de réfléchir ensemble à comment faire pour que cette activité actuelle perdure et s'améliore. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, tout en ayant à l'esprit cette image du nickel calédonien au niveau international. Encore une fois, je suis convaincu qu'on pourra améliorer, trouver des débouchés avec une valorisation supérieure de notre nickel quand on mettra en avant ce caractère, cette image verte de notre nickel calédonien. Mais on a eu tout de même des positions extrêmement radicales ou virulentes sur la question de la part de la province Nord, de la part du président de l'Union calédonienne récemment, la semaine dernière. Qu'est-ce qui pourrait les faire changer d'avis ? Vous pensez vraiment que vous avez les moyens de les convaincre ? Alors, ce qui est important à savoir aussi, c'est que le texte des autorisations d'exportation qu'on vient d'évoquer, il est accompagné également de 2 autres textes. L'un sur la taxe d'exportation, vous l'avez mentionné, l'autre sur une redevance d'extraction. Et ça, c'est pour moi une manière d'expliquer à mes interlocuteurs que d'une certaine façon, on transforme une richesse périssable, qui est la richesse minière, la terre, qui, à chaque coup de pelle qui est donné, disparaît. Et l'idée, c'est de transformer cette richesse d'une richesse donc périssable en une richesse pérenne. Et la seule façon de le faire, c'est de transformer en une richesse financière. Et là, on arrive sur le thème du fameux fonds pour les générations futures, qui serait un fonds capitalistique tel que je l'imagine, et qui a pour objectif donc de constituer un capital calédonien qui lui-même va produire ensuite des fruits et qui pourront être utilisés par les collectivités calédoniennes. Et en parallèle, et là il s'agit donc de la taxe d'exportation qui alimenterait ce fonds pour les générations futures, et en parallèle une redevance d'extraction qui elle serait dédiée aux collectivités calédoniennes, d'abord aux communes minières qui subissent cette exploitation au niveau environnemental et au niveau aménagement en général, mais aussi les collectivités calédoniennes, donc les provinces, bien sûr, qui, elles, ont la compétence en matière de développement économique et donc de création de nouvelles filières économiques. Là aussi, c'est une logique pour les générations futures qui est derrière. Donc c'est comme ça que les choses sont envisagées. Et je pense que c'est un élément important que doivent prendre en considération nos interlocuteurs pour éventuellement faire avancer les choses dans le bon sens. Sur ces 2 textes, la redevance d'extraction, la taxe d'exportation, il y a déjà un consensus, tous les partis politiques sont d'accord pour l'adopter, et les opérateurs aussi sont d'accord, notamment en ce qui concerne la redevance d'extraction, ça les concerne directement ? Sur le principe, je sens qu'il y a effectivement un consensus en la matière. Quand je dis sur le principe, c'est-à-dire sur le cadre de ces 2 textes fiscaux, il y a une volonté commune, ou en tout cas une acceptation commune de la création de ces 2 taxes, enfin redevances et taxes, pardon. Après, la discussion, je suis pas naïf, elle va se dérouler sur la nature et la hauteur de ces taxes, et donc l'impact économique que ça va avoir sur les opérateurs. Notre objectif n'est certainement pas de mettre en difficulté les opérateurs, quels qu'ils soient, encore moins les usines qu'on vient d'évoquer, de toute façon, toutes les usines, y compris celles du Nord, sont en difficulté financière aujourd'hui. Donc il faut trouver les bons équilibres pour à la fois créer ces nouvelles ressources, mais sans mettre en difficulté les opérateurs. On avait parlé de la réunion d'un GTPS dans les prochains jours, ça se confirme pour essayer de trouver un accord toujours ? C'est le round de discussion que j'évoquais tout à l'heure. La volonté de reporter les textes a été justement liée à cette demande forte, d'abord des représentants de l'UNI, mais accompagnée de ceux de l'UC aussi, de demander donc l'organisation sous l'égide de l'État d'un nouveau GTPS sur la question minière, et que le haut-commissaire me dit vouloir en organiser la semaine prochaine, pour que ensuite, à nouveau, les textes soient présentés au gouvernement. Et là, il faudra bien que chacun prenne ses responsabilités. Donc, je le disais, j'ai pas voulu faire passer en force la dernière fois, pour laisser encore le temps de la discussion, des échanges, pour essayer de trouver la plus large adhésion possible. Mais à un moment donné, il va falloir trancher. Et là, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes. Je sais comment j'envisage les choses.
Et il faudra prendre ses responsabilités avec toutes les conséquences des choix qui vont être faits par les uns et les autres. Il y a quelle ambiance dans ces GTPS? Parce que on sent des tensions toujours au travers de ces communiqués qui ont été publiés, voire une remise en cause de ces instances. Est-ce que vous le sentez quand il y a ces réunions? Les GTPE, alors la différence peut-être pour les auditeurs, un GTPE c'est un groupe technique des exécutifs. Et le GTPS c'est un groupe technique des présidents et signataires. La seule différence, c'est que le GTPS est présidé par l'État et comporte également tous les signataires des accords de Matignon et de Nouméa, ou d'Inno et Nouméa. Alors que le GTPE, c'est bien que les exécutifs, donc tous les présidents de province, présidente de province Sud et président de province Île et Nord, le président et vice-président du gouvernement, et j'ai intégré le président du Congrès. Donc les GTPE que j'ai moi-même, et c'est présidé par le président du gouvernement, les GTPE. Celui-là, je l'ai réuni à 2 reprises sur ce sujet. Les discussions se sont très très bien passées. Et c'est peut-être un peu surprenant quand on voit les communiqués qui ont suivi derrière, mais au sein même de la structure du GTPE, les discussions ont toujours été très posé, réfléchi et avec des positionnements, chacun donnant sa position, mais on a réussi à avancer ensemble sur les 3 projets de texte qu'on vient d'évoquer. Au GTPS, c'est le haut-commissaire qui en est président. Ça a charge pour lui de faire en sorte que les discussions avancent encore un peu plus. Vous pensez pouvoir les réexaminer au gouvernement d'ici 15 jours ? Si tout va bien et si le GTPS est organisé la semaine prochaine, comme semble le dire monsieur le haut-commissaire, la logique voudrait qu'effectivement le gouvernement se prononce à nouveau le mardi d'après. Alors, autre gros dossier, il concerne en lien avec la crise sanitaire et la Covid-19, les vols internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie restent suspendus finalement jusqu'au 24 octobre. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision et quelles conséquences ? Vous savez, quand on regarde la situation aujourd'hui internationale, on constate, hélas, contrairement à il y a à peu près un mois où on avait l'impression que les choses commençaient à se poser, hélas, on constate aujourd'hui une recrudescence à nouveau de la propagation du virus au niveau international. C'est ce qui a motivé principalement ce choix du gouvernement collégial de prolonger donc le principe qui est mis en œuvre déjà depuis le début de la gestion de cette crise, c'est-à-dire une interdiction de vol internationaux avec par dérogation donc des vols de Air Calin tant vers Tokyo ou vers Sydney en l'occurrence. Donc on reste dans ce dispositif-là, on reste sur donc des dérogations de vol et on reste surtout sur le dispositif d'arrivée ici en Nouvelle-Calédonie avec une 14aine obligatoire hôtelière, avec un test PCR à l'issue de la 14aine et si le test est négatif, la personne peut rentrer chez elle. À l'inverse, si le test est positif, la personne se retrouve à l'hôpital directement et est prise en charge et doit subir 2 tests successifs PCR négatifs pour pouvoir quitter l'hôpital et être considérée comme guérie. Voilà le protocole qui est mis en œuvre, avec une nouveauté assez récente d'obligation d'un test avant l'embarquement à Paris, puisque l'État, là il s'agit d'une décision de l'État, tout voyageur à destination d'un territoire ou département d'outre-mer a l'obligation de subir un test PCR négatif 72 heures au plus tard avant son embarquement. Donc c'est une nouveauté qui nous convient, ça nous donne une garantie supplémentaire. C'est tout ce protocole-là qui est surtout maintenu pour vraiment rester dans cette efficacité qui a été la nôtre jusqu'à maintenant, d'éviter l'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. Et qui a fait ses preuves, même si il y a encore de temps en temps un cas légèrement positif. Encore une fois, légèrement positif. Est-ce que, je vous avais déjà posé la question, mais vous faites pas un peu d'excès de zèle? Puisque, légèrement positifs, est-ce ils peuvent contaminer ou non? On détermine la légèreté du caractère positif du test a posteriori. C'est-à-dire que c'est d'abord des gens qui sont testés positifs. Alors, je précise que ce sont des gens qui sont en 14aine. C'est-à-dire pas des gens dans la population calédonienne. Il faut rassurer nos auditeurs en la matière. Et c'est bien tout l'intérêt du protocole que nous avons mis en œuvre. Et c'est a posteriori ensuite, par des analyses complémentaires, qu'on détermine le caractère légèrement positif, qui est lié très souvent à une contamination ancienne, et ce sont des reliquats qui apparaissent dans les tests. Et donc, ça veut dire très souvent que la personne, finalement, ne comporte pas de risque de contamination, de contagiosité, en l'occurrence. Malgré tout,
on reste attaché à notre protocole jusqu'au bout. C'est-à-dire que même ces personnes-là, on les oblige à aller à l'hôpital en chambre hermétique pendant le temps nécessaire de pouvoir établir deux tests PCR négatifs espacés au moins de 48 heures pour pouvoir les autoriser à sortir. On essaie vraiment d'avoir les garanties maximales, encore une fois, pour garder la qualité de vie qui est la nôtre aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Je crois que les gens, tout le monde, aujourd'hui se rend compte qu'on a une chance extraordinaire ici, de vivre une vie normale, quasiment, ce qui n'est pas le cas dans quasiment tous les autres pays du monde. Et on a cette responsabilité, le gouvernement collégial considère qu'il a cette responsabilité de garantir cette vie ici en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. La quatorzaine ramenée, si je puis dire, enfin rester à 14 jours, la semaine supplémentaire, donc qui maintenant a été suspendue, ça n'a pas créé de problème particulier. On s'aperçoit que 14 jours, ça suffit en fait. Exactement, c'est au fil toutes ces mesures que le gouvernement a prises depuis le début de la gestion de cette crise se sont adaptées aussi aux connaissances en la matière, aux connaissances scientifiques, je parle, en la matière, et aux analyses, aux statistiques qui apparaissaient au fil du temps, chaque jour qui passait ou chaque semaine qui passait, nous permettait d'avoir une connaissance un peu plus fine. Et le constat, effectivement, a été de considérer que la 3e semaine qu'on a imposée à domicile à l'issue des 14 jours à l'hôtel, qui avait été mise en place il y a quelques mois de ça, a été abandonnée puisqu'elle n'apportait rien de plus finalement dans la garantie que j'évoque d'absence de circulation ou d'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. C'était plus des contraintes fortes d'abord pour les personnes concernées. Ça faisait au total 21 jours d'immobilisation ou d'isolement sans que ça n'apporte finalement plus de garanties significatives en tout cas pour maintenir ce dispositif. Donc c'est le choix qui a été fait. Ce que je voulais peut-être dire également sur le sujet, si vous me le permettez, Madame Noire, c'est qu'on a aussi, malgré tout, tenu compte d'une attente forte des entreprises calédoniennes qui nous ont exposé des situations particulières d'experts internationaux qui étaient prêts à venir ici en Nouvelle-Calédonie, mais pas prêts à faire les 14 jours d'isolement avant de pouvoir exercer leur métier ou leur activité. Donc là, il y a un protocole particulier pour les courts séjours professionnels uniquement. Exactement. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien en parler un peu, parce que c'est important. Je sais que c'est une attente forte des entreprises. Donc on a mis en place ce protocole spécifique, mais qui reste dans une logique de quatorzaine, d'isolement de quatorzaine, mais avec l'autorisation exceptionnelle de sortir de l'hôtel ou de la base vie, si les gens sont dans une base vie, de sortir pour pouvoir exercer l'activité pour laquelle ils sont venus sur le territoire dans un protocole sanitaire très précis, avec un transport sanitaire dédié, avec bien sûr le port d'équipements correspondants, avec dans tous les cas de figure l'absence de contact avec des populations calédoniennes. Enfin, voilà, on a adapté malgré tout notre protocole pour tenir compte de ces besoins forts des entreprises. C'est le gouvernement qui donne les autorisations. Et c'est le gouvernement, voilà, c'est la dernière chose que vous avez précisé. Tout cela étant régi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par une commission ad hoc qui a été créée sous la responsabilité de la direction des affaires économiques qui étudie chaque demande et qui donne un avis favorable ou pas en fonction vraiment de l'urgence et de la nécessité absolue. Donc, autrement dit, on autorisera ces protocoles spécifiques vraiment dans des cas très précis, dans des cas de situation où l'entreprise ne peut pas faire autrement et surtout où elle ne peut plus attendre pour pouvoir procéder à ces travaux pour maintenir son activité. Ça concerne notamment les entreprises spécifiques. Notamment les entreprises minières, où il y a d'autres entreprises qui sont on a déjà effectivement des demandes concernant les entreprises minières, mais on a aussi des demandes d'autres entreprises calédoniennes, que ce soit Enercal, que ce soit des sociétés en général. Et donc chaque dossier est étudié précisément. Et il y a déjà des cas concrets. Il y a déjà on a déjà donné 3 autorisations. On a aujourd'hui à peu près une quarantaine de demandes qui ont été formulées. La plupart d'entre elles ont été refusées, considérant que c'était pas une urgence, la personne pouvait respecter le protocole normal des 14 jours avant de faire son activité. Donc pour plein de raisons, la plupart des dossiers ont été refusés, mais on a déjà autorisé 3 dossiers spécifiques, parce que les choses étaient suffisamment claires et établies pour que on permette cette activité sans mettre en difficulté, encore une fois, la santé des Calédoniens. Encore un mot sur la quarantaine à l'hôtel. Les hôtels, il y a encore un certain nombre d'hôtels réquisitionnés. On sait que ça coûte très cher comme dispositif. On avait évoqué à un moment que les gens en quarantaine puissent participer financièrement à leur hébergement. Finalement, non, c'est la Calédonie qui prend tout en compte. Aujourd'hui, le choix a été fait effectivement de ne pas facturer cette quatorzaine à l'hôtel.
pendant tout le mois d'août et de reconsidérer la question à l'issue du mois d'août. Pourquoi ? Parce que on constate que depuis maintenant quelques semaines, il y a un vrai ralentissement des demandes de venues ici en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire qu'on a épuisé finalement le stock entre guillemets de nos Calédoniens qui avaient été bloqués à un moment donné du fait de la crise. Donc on a rapatrié tous nos compatriotes. On considère qu'on a rapatrié tous nos compatriotes qui le souhaitaient et que là on rentre dans une période plus de voyages normaux ou de rythme de croisière et qui est beaucoup moindre finalement que ce qu'on a connu ces derniers mois. Donc on va regarder comment les choses se passent pendant tout le mois d'août. On va évaluer finalement ce que représente ce trafic normal ou de croisière et en fonction, la question sera à nouveau posée au gouvernement collégial. Il y a quelque temps, on parlait d'une bulle Tasman avec la possibilité de voyager entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans laquelle la Calédonie aurait pu s'insérer. On imagine que c'est plus à l'ordre du jour étant donné la situation en Australie qui s'aggrave largement. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les deux consuls généraux d'Australie et de Nouvelle-Zélande ici en Nouvelle-Calédonie. Leur décision, enfin en tout cas leur discours plutôt était clair. Leur objectif c'est d'abord de créer cette bulle Tasman, c'est-à-dire entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, avant de l'ouvrir à d'autres territoires du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie. Autant les discussions avaient pas mal avancé il y a quelques semaines de ça, autant aujourd'hui elles sont un peu en stand-by compte tenu de la situation aujourd'hui en Australie avec une flambée à nouveau donc des cas de Covid-19 en Australie, en particulier dans les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Et donc tout cela est un peu en stand-by. Ils vont d'abord régler leurs problèmes entre eux ou trouver les bons équilibres entre eux avant, encore une fois, d'aller un peu plus loin. Il faut être très prudent. Autant je suis convaincu que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on discute et qu'on se prépare pour essayer d'envisager la création de ces bulles de transport sanitaire, je vais les appeler comme ça, mais il faut être très précis dans ce qu'on va mettre en œuvre parce que il s'agit d'une certaine façon de déplacer nos frontières sanitaires. Dès lors qu'on rentre dans une bulle, ça veut dire que chaque pays qui constitue cette bulle doit avoir des protocoles, si possible similaires, mais au moins suffisamment efficace pour éviter l'introduction du virus à l'intérieur de la bulle. Et ça veut dire vraiment des discussions précises sur ces protocoles en question. D'abord, ça veut dire que les pays doivent être Covid-free, comme nous le sommes, d'où la bulle qui existe déjà avec Wallis et Futuna, je signale en passant. Mais ensuite que derrière, on acte ensemble des protocoles d'entrée suffisamment solides pour empêcher l'introduction du virus dans la bulle. Ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des pays concernés ont des protocoles très proches des nôtres, avec 14 jours en isolement, quelques-uns à domicile, d'autres dans des structures dédiées comme ici en Nouvelle-Calédonie, mais on n'est pas très éloigné, en définitive déjà, de la manière de faire à l'entrée dans nos territoires respectifs. Le seul qui s'éloigne aujourd'hui un peu, c'est la Polynésie française, et là on va être très attentif à la manière dont les choses vont se passer en Polynésie, alors qu'on avait aussi envisagé cette bulle avec la Polynésie. Donc pour l'instant tout ça est en stand-by, on observe, et en fonction de nos observations, on avancera ou pas sur le sujet. On mesure un peu les conséquences de cette bulle dans laquelle on est, conséquences économiques, conséquences humaines, conséquences... On va pouvoir durer combien de temps, continuer combien de temps à être un peu coupé du monde Alors, je suis pas devin, Madame Noire, mais bien entendu que toutes ces mesures que nous prenons ont un coût pour la collectivité d'abord, mais aussi un coût économique. Mais est-ce que ce coût économique est supérieur à ce que serait ce coût économique si par malheur le virus s'introduisait en Nouvelle-Calédonie ? Je crois pas. Je crois que nous devons supporter ce que ça représente aujourd'hui, parce que je suis convaincu que si, hélas, le virus s'introduisait ici en Nouvelle-Calédonie, ce coût économique serait beaucoup plus élevé. Et c'est ce qui au-delà de la sécurité sanitaire des gens, des personnes, c'est aussi ce qui motive le gouvernement collégial aujourd'hui pour le maintien de ces mesures à l'entrée. Encore un point d'un autre domaine, il y a eu ce matin un communiqué du comité des sages qui s'inquiète encore une fois du climat de cette campagne référendaire. C'est un souci que vous partagez ? Vous avez l'impression que les choses se tendent ou est-ce que vous pensez que c'est normal parce qu'on est dans une campagne, que c'est un référendum binaire, donc il y a des pour, des contre et deux camps qui s'affrontent ? Je pense qu'on est hélas dans une campagne binaire, dans un référendum binaire et donc une campagne binaire et donc des positionnements qui s'affirment d'un côté comme de l'autre.
Par contre, j'espère qu'on aura la sagesse les uns et les autres de ne pas dépasser certaines limites et que malgré donc ce contexte binaire et un peu de durcissement des positions, qu'on garde à l'esprit qu'à un moment donné ou à un autre, on se retrouvera autour de la table pour parler de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santa, le président du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est la fin de ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur votre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.